Virginie Roiron, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Strasbourg. Vous êtes spécialiste également du Commonwealth. Alors, vous venez de regarder le reportage. 70 ans de règne. Elisabeth II a connu un grand nombre de chefs d'État africains. Elle a connu aussi les soubresauts majeurs du continent, la décolonisation, la fin de l'apartheid, etc. Mais peut-être sur sa relation avec le continent africain, est-ce que, comme l'expliquait Guillaume Villadier, en effet, elle a avec ce continent une relation à part? Oui, parce que le continent africain, pour elle, était un enjeu. Enfin, garder le lien avec ses futurs États indépendants, parce que quand elle est devenue reine, c'était en 1952-53, l'Afrique n'était pas décolonisée. Le Ghana seulement était dans un processus un chemin vers l'indépendance, mais on en était quand même loin. Il est devenu indépendant en 1957. Et finalement, donc, l'enjeu pour elle, hein, elle avait dit pour ses 21 ans qu'elle s'attacherait à sauvegarder la famille impériale. Et après, elle s'attacherait à sauvegarder l'unité de cette famille du Commonwealth. Et pour elle, c'était un enjeu important parce que si l'Inde et les autres colonies d'Asie étaient devenues indépendantes et étaient rentrées dans le Commonwealth, rien ne disait que les colonies, les futurs États indépendants africains allaient faire la même chose. Et là, il y avait un réel enjeu pour la Grande-Bretagne, évidemment, dont elle était le monarque, et puis pour la survie du Commonwealth lui-même, dont elle pensait qu'il était nécessaire pour continuer d'une certaine manière l'œuvre au départ impérial, et puis ensuite c'est devenu quelque chose de plus une organisation internationale à part entière. Vous êtes donc en train de nous expliquer que c'est aussi la reine Elisabeth II qui a contribué à préserver la proximité finalement entre le Royaume-Uni et les anciennes colonies africaines. Oui, par tout un système de symboles. Alors c'est vrai qu'elle a accompagné ça. Ce sont des choses qui se sont... C'était par intelligence politique, pardonnez-moi, oui. Ou peut-être aussi parce qu'elle avait des opinions progressistes. Alors ça, on ne sait pas quelles sont ses opinions, mais en tout cas, il y a eu l'intelligence politique, comme vous le dites, d'accompagner ce mouvement et de comprendre que chef du Commonwealth, elle ne pouvait pas rester, si elle voulait que le Commonwealth survive et garde son unité, si elle voulait vraiment remplir son rôle de chef du Commonwealth, à savoir symbole de l'unité de la grande famille des États du Commonwealth, il fallait qu'elle s'adapte et qu'elle adapte son attitude, son discours à la majorité finalement des États qui composaient et à leurs aspirations des États qui composaient le Commonwealth. Alors justement, le Commonwealth, on peut définir ça comme une communauté d'intérêt entre les anciennes colonies britanniques ou c'est un peu plus que cela? Alors c'est une organisation internationale qui est multiforme, c'est-à-dire qu'elle c'est une organisation interétatique, mais c'est également une organisation qu'on peut qualifier de réseau. C'est une organisation transnationale par excellence. Qu'est-ce qu'on y fait aussi Alors ce qu'on y fait, le Commonwealth n'est pas une organisation qui a un gros budget. Donc il y a énormément d'accent qui est mis sur la société civile et les relations entre sociétés civiles des différents pays par des échanges d'experts, par des politiques de développement sud-sud, donc des encouragements à la coopération. On a aussi des associations qui sont pan-Commonwealth, donc des associations professionnelles, des ONG, etc. Donc tout ça, ça crée du lien et ça facilite ensuite les relations internationales. Alors justement, pardonnez-moi, je vous interromps, il nous reste quelques minutes, très peu de temps. Le Gabon et le Togo, qui sont d'anciennes colonies françaises, qui sont donc des pays francophones, ont intégré récemment le Commonwealth. Comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui cet attrait pour cette organisation anglophone? D'abord, je pense qu'en termes tout simplement géographie géopolitique, le Togo voisine le Ghana, le Gabon est proche du Cameroun, le Cameroun et le Ghana sont dans le Commonwealth. Il y a aussi l'attraction du Rwanda. Je pense que le Rwanda a eu une influence... Qui est membre du Commonwealth. Qui est membre du Commonwealth depuis 2009, qui était également pas un pays anglophone, qui est devenu... mais qui est devenu membre du Commonwealth
Commonwealth en 2009, et qui exerce une attraction importante par son dynamisme économique, etc. Et puis une espèce d'identification. Finalement, voilà, le dynamisme économique du Rwanda permet un petit peu de fermer les yeux sur d'autres aspects politiques, notamment en termes de droits de l'homme et de démocratie. Donc, le Commonwealth, normalement, est censé avoir des valeurs. Ces valeurs-là, donc démocratie, droits de l'homme, etc. Mais ça, c'est un petit peu mis en ce moment de côté pour mettre l'accent sur ce qui fâche pas dans la coopération entre États, à savoir les échanges, les circulations, et le commerce en particulier. Et c'est un échange d'intérêts puisque les États occidentaux, particulièrement européens et particulièrement la Grande-Bretagne, sont très intéressés pour développer leur commerce avec ce marché émergent qu'est l'Afrique. Donc là, il y a des choses à faire avec le Commonwealth qui va peut-être se mettre en place, mais certainement au détriment d'autres aspects du Commonwealth qui étaient jusqu'à une date récente la défense des droits de l'homme et de la démocratie. Alors en quelques mots, il nous reste quelques secondes. Originellement, les États membres du Commonwealth sont d'anciennes colonies britanniques qui parlent donc anglais. Est-ce que devenir membre du Commonwealth, ça veut dire placer la langue anglaise comme langue officielle du pays? Est-ce que c'est un prérequis ou pas? Ou est-ce que c'est quelque chose qui doit être fait par la suite? Langue officielle, pas forcément, mais en revanche, les échanges au sein du Commonwealth se font sans traducteur. Donc pour que la participation au Commonwealth soit profitable, il faut absolument utiliser l'anglais. Et de toute façon, la langue anglaise fait partie des critères pour être membre du Commonwealth. Alors là, pour le coup, le Gabon et le Togo, on ne sait pas trop sur quel chemin ils vont s'engager. En revanche, le fils d'Ali Bongo a fait ses études en Grande-Bretagne. Le Rwanda, lui, s'était vraiment préparé, avait vraiment donné des gages de ce point de vue-là. Mais on verra ce que ça donne. Mais oui, l'anglais va prendre une place importante dans ces pays-là. Merci beaucoup, Virginie Roiron, maître de conférence à Sciences Po Strasbourg. Vous êtes spécialiste du Commonwealth. Merci à vous pour cet éclairage. Merci à vous.